Bonjour à tous, merci et à toutes. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux par cette belle journée radieuse. Alors en fait, l'hypnose, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, simple qu'on ne pourrait le croire. Il se trouve que l'hypnose, c'est un état qu'on expérimente plus ou moins un petit peu tous les jours. Donc en fait, quand on demande à quelqu'un, avez-vous déjà connu l'état de transe hypnotique et qui répond non, en fait, il répond non sans le savoir. Parce que tous les jours, on expérimente toujours un petit peu, je dirais, des moments de rêverie. Est-ce que vous avez tous été face à cette situation où parfois on est en train de conduire et puis on est tout simplement dans la lune, comme vous dites. Il y a un moment où on est en train de conduire et puis les 5 dernières minutes, ou peut-être moins, ou peut-être plus, nous ont échappé d'une certaine manière. Ou tout du moins, on n'a pas eu toutes les informations, pas conscience de toutes les informations. Pourtant, pendant ce temps, on a passé les vitesses, on a passé peut-être un rond-point, tout s'est très bien passé. Voilà. Alors voilà un exemple de moment où on connaît des états de conscience qu'on va appeler modifiés. C'est un état modifié de conscience. Alors il y a plein de moments où on a des états de modifié de conscience. Quand vous lisez un bon bouquin, des fois, un bon bouquin, moi ça m'arrive de lire un bouquin et puis de me dire qu'est-ce que j'ai lu dans les 15 dernières lignes là. Voilà, et puis pourtant on a parcouru les lignes, on a parcouru les mots un à un, mais il y a une partie de nous qui a capté l'information, mais il y a la partie consciente qui ne l'a pas captée. Souvent quand on lit avant de s'endormir, ça fait ça, hein. Et puis il y a plein d'autres moments comme ça où on est dans des états de conscience modifiés. Voilà, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui connaissent des états de conscience modifiés quand ils courent. Ils courent et puis ils se disent, ouh là là, je ne me suis pas rendu compte des derniers kilomètres. Voilà. Ou alors quand on écoute quelqu'un, et puis qu'à un moment donné, d'une certaine manière, il y a le monde autour qui commence à disparaître un petit peu, ou alors qu'on en a un petit peu moins conscience. Ça aussi, c'est un état modifié de conscience. Ou alors quand on regarde un film, des fois, on arrive au cinéma, on regarde le film. Au début, on est conscient des personnes qui sont autour. Et puis, d'un coup, sans qu'on s'en rende compte, hein, parce que ça se met d'une manière insidieuse en place, eh bien, le monde autour disparaît. Le gars qui bouffait du popcorn derrière, on s'en rend plus compte. Et puis, c'est qu'à la fin du film que, d'un coup, tout réapparaît. C'est assez magique, hein, ça, hein. Alors voilà, c'était pour vous dire qu'il y a plein de moments où on connaît des états de conscience modifiés. C'est ce que l'on utilise en hypnose, les états de conscience modifiés. On utilise ça en hypnose et je dirais que le rôle de l'hypnothérapeute, c'est peut-être d'amplifier cet état. Amplifier cet état pour qu'il soit encore plus profond, même si la profondeur de l'état hypnotique n'est pas un élément déterminant pour l'efficacité, hein, de l'hypnose. Mais l'hypnothérapeute va amplifier cet état et puis va donner un objectif aussi à cet état. D'accord? Il y a plein de moments où on est dans la rêverie et puis où il se passe des choses sans qu'on ait un objectif particulier. Il y a des personnes qui se mettent à méditer. Voilà. Elles se mettent à méditer et puis pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, elles vont fixer leur attention sur un seul élément. Et là, ça va leur faire du bien. Rien que le fait de se fixer pendant un certain temps sur un seul élément, ça fait qu'une partie de nous se calme, le mental, ce qu'on appelle le mental, notre conscient, il se calme d'une certaine manière, et puis c'est comme s'il y a une partie de nous qui va avoir une amplitude supplémentaire pour faire plein d'autres choses. Quand quelqu'un fait de la méditation, ben, il utilise ça pour quoi? Pour calmer l'intérieur, pour avoir plus de sérénité, hein. Mais en fait, ce que l'on fait en hypnose, ça ressemble un petit peu à de la méditation, mais de la méditation orientée, méditation accompagnée. D'accord? Donc voilà, en hypnose, comme je vous disais, on utilise cet état de conscience modifié dans plusieurs objectifs. Ça peut être de réparer des bugs, je dirais de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple de bug de fonctionnement. Par exemple, on peut considérer que certaines allergies sont comme des bugs de fonctionnement. Vous avez un exemple d'allergie? Pollen, voilà. Alors, si on prend le pollen, on peut considérer qu'à un moment donné, eh bien, le système immunitaire de la personne a pris le pollen comme étant un élément pathogène, un élément mauvais, et qu'il se met à réagir d'une manière disproportionnée dès qu'il est en contact avec ce pollen. En attendant, le pollen, ce n'est pas quelque chose qui est pathogène.
On est d'accord, c'est quand même quelque chose de vraiment pur et naturel et qui n'a pas de potentiel pathogène. Mais le corps le prend comme quelque chose de pathogène et va libérer toute cette histamine qui crée tous les désagréments que l'on connaît. Voilà, et bien là, on peut considérer qu'à un moment donné, à un certain niveau, l'inconscient, le système immunitaire, vu que le système immunitaire est géré par l'inconscient, eh bien, le système immunitaire a une sorte de bug. Voilà. Et ce que l'on fait en hypnose, eh bien, par exemple, pour ces cas-là, c'est de réactualiser l'inconscient, réactualiser le système immunitaire sur ce sujet-là. Alors, je vous parlais de bug en termes au niveau des indications de l'hypnose ericksonienne, mais il y a aussi plein d'autres choses, des phobies, des peurs. Je dirais, ce qui est très important, ce qui est très intéressant peut-être, c'est aussi les comportements qu'on a et qui ne sont pas forcément très bénéfiques pour nous. Vous connaissez tous ça, on connaît tous ça. Des comportements que l'on a face à des situations et qui ne nous aident pas à aller vers l'avant, qui ne nous aident pas à vivre ces situations dans le meilleur confort possible, qui ne nous aident pas à aller vers où consciemment on aimerait aller. Voilà. Alors ces comportements, ça peut être du stress, ça peut être plein d'autres choses. Mais si on prend l'exemple du stress, par exemple, il y a certaines personnes qui, quand elles se retrouvent face à un public comme celui-ci, éprouvent un stress qui est si grand qu'il devient incapacitant. Et ça, c'est pas agréable. Moi, je m'adresse à des étudiants qui, à chaque fois qu'ils se retrouvaient face à un jury d'examination, c'est quoi un jury d'examination? C'est quand même que 2-3 personnes qui sont devant nous, hein, eh bien, ont un stress si grand que ça les empêche de parler, ça les empêche de respirer, et surtout, ça les empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Il y a des moments dans la vie où on se dit, j'ai comme l'impression qu'il y a certains de mes comportements qui ne sont pas vraiment adaptés à la situation. Pourquoi je dis disproportionné? Parce que, d'une certaine manière, on peut considérer que le stress, il est utile. Vous connaissez tous un petit peu, peut-être, la provenance du stress. Le stress, c'est un réflexe un petit peu archaïque. À la base, on a eu besoin du stress pour la subsistance, pour survivre. Le stress, ça servait à quoi? Ça servait à envoyer le sang plus rapidement dans les jambes. Ça servait à vider l'eau, là, à envoyer le sang pour qu'il soit beaucoup plus disponible dans les muscles des jambes, pour courir face à une bête fauve. Voilà. C'est quelque chose de très archaïque, quelque chose de très préhistorique. Il se trouve que d'une certaine manière, eh bien, l'inconscient a conservé ces réflexes archaïques et qu'aujourd'hui, eh bien, même si on est en 2013, eh bien, il utilise encore ces réflexes archaïques face à des situations où notre intégrité physique, elle est plus en danger. Elles sont rares les bêtes fauves ou les pitbulls qui nous courent après, d'accord? Mais force est de constater que dans plein de situations, on éprouve quand même ce stress. Il y a des stratégies qui ont été très utiles dans la cour d'école, mais qui, une fois qu'on est devenu adulte, ne sont plus du tout utiles. Elles sont devenues obsolètes, elles sont limitantes. Donc en hypnose, on aide les gens à réactualiser ça. Voilà. Donc ça a un aspect thérapeutique à travers ces aspects-là. Mais l'hypnose peut aussi servir à optimiser des choses. Moi, je m'adresse à des sportifs de haut niveau qui préparent des compétitions. Et à un moment donné, on peut leur permettre d'apprendre encore mieux ce qu'ils savent déjà apprendre. On n'est pas là dans de la thérapie, on est dans de l'optimisation. Voilà les indications de l'hypnose et elles sont super larges. Là, je suis très rapide pour vous brosser un petit panel global, mais autrement, on pourrait en parler des heures. Je pourrais vous parler des heures de ce qu'on peut faire avec l'hypnose. On est tous capables de se mettre dans un état de transe hypnotique suffisant pour faire plein de choses d'intéressantes sur soi. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend d'une manière si simple que c'est même dommage que ça ne soit pas appris dans les cours d'école. Enfin, même pas dans la cour, hein, même dans la classe d'école. Voilà. C'est vraiment dommage que ça ne s'apprenne pas plus tôt. Mais je pense que les choses sont en train d'évoluer. Voilà. L'auto-hypnose, en fait, c'est quoi? C'est à un moment donné, comme je vous disais, pouvoir se mettre dans un état de transe hypnotique et avoir un objectif que l'on veut atteindre. Si la personne a appris le langage qui lui permet de communiquer cet objectif à l'inconscient, vous savez tous qu'on a une partie inconsciente, si on a appris le langage de cet inconscient pour lui parler d'une manière claire,
et pour lui dire, écoute inconscient, moi, j'aimerais aller vers là, vérifions que c'est bon pour moi, et puis j'aimerais qu'on aille vers là. Eh bien, si jamais la personne est capable de faire ça, de parler le bon langage, eh bien l'inconscient met en place plein de choses comme ça qui lui permettent d'atteindre son objectif. C'est super large ce que peut faire quelqu'un en auto-hypnose. Le simple fait de se mettre dans un état de transe hypnotique, comme pourrait faire quelqu'un en méditant tous les jours, hein, le simple fait de se mettre dans cet état de conscience modifiée, c'est déjà quelque chose qui permet aux gens, qui permet à chacun d'acquérir une capacité de lâcher prise beaucoup plus importante. Vous voyez, sans objectif là, je me mets dans un état de transe hypnotique, eh bien ma capacité à lâcher prise va augmenter, naturellement. Là, on n'a pas parlé d'objectif. Alors après, quand on met des objectifs de travail, comment on les trouve ces objectifs de travail? Eh bien, d'une manière consciente, on peut s'observer agir au quotidien. On peut voir quels sont nos comportements qui sont bénéfiques, quels sont ceux qui ne sont pas bénéfiques dans nos relations avec les autres. Il y a plein de moments où on se dit, oh là là là, je vois qu'à chaque fois que je suis dans cette situation, je réagis comme ça. Ça fait des années que ça me pourrit la vie, mais pourtant, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. À chaque fois, j'ai peur dans cette situation, ou à chaque fois, voilà. On est capable d'une manière consciente de se rendre compte. Moi, avant de faire de l'hypnothérapie, j'étais coach en développement personnel en utilisant les techniques de coaching traditionnel. Donc le coaching traditionnel, c'était pour aider les gens à prendre conscience de leur comportement non bénéfique. Prendre conscience de tous les aspects dans leur vie, dans leur environnement de vie, qui n'étaient pas très bénéfiques et les faire évoluer consciemment. Force était de constater que même si les gens, des fois, prenaient conscience de ce qui n'allait pas, l'avaient parfaitement repéré et avaient même la solution, avaient même la façon de le faire évoluer, eh bien, ça n'était pas suffisant pour changer les choses profondément. C'est pour ça qu'un jour, je me suis intéressé à l'hypnose. Parce que c'est pas parce qu'on a conscience d'un comportement qui n'est pas bénéfique pour nous que l'on peut le changer si facilement que ça. Et donc, c'est là qu'on peut faire appel à l'hypnose ou à l'auto-hypnose pour passer par la porte de derrière, pour rétablir un langage entre le conscient et l'inconscient, et puis pour apprendre petit à petit à faire infléchir ces choses-là, à les faire changer. Voilà. Alors, peut-être est-ce que vous avez envie d'avoir une vision un petit peu plus pragmatique de l'auto-hypnose. Vous allez me dire, je vous parlais tout à l'heure, se mettre dans un état de transe hypnotique. À part ceux qui ont vécu déjà peut-être des séances d'hypnose, peut-être est-ce que vous ne savez pas trop comment faire pour vous mettre dans un état de transe hypnotique. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de moments dans la journée où on vit des états comme cela. Si vous utilisiez juste votre observation et votre imagination, vous arriveriez peut-être à trouver des techniques qui peuvent vous mettre dans un état de rêverie. D'accord? Mais il en existe. Il en existe des centaines de façons. On appelle ça l'induction hypnotique. C'est ce que va vous faire un hypnothérapeute à chaque fois que vous arrivez en début de séance. Il va faire une induction hypnotique qui va vous faire baisser votre niveau de conscience. Eh bien, il existe des dizaines et des dizaines de solutions pour faire ça. Alors, par exemple, je vais vous en donner quelques-unes. Vous voulez? D'accord. Alors, une technique qui est sympa, ça s'appelle la spirale sensorielle. Spirale sensorielle, vous allez prendre des éléments qui sont en rapport avec le visuel. Alors, premièrement, sans fermer les yeux, en regardant les choses autour de vous. Et puis, vous allez fixer votre attention sur ces éléments d'une manière à vraiment les observer, à être complètement dedans, observer la forme, le reflet, la couleur d'un élément que vous avez devant vos yeux. Et puis, vous allez prendre un élément visuel comme ça. Après, vous allez passer à quelque chose de auditif. Là où quelques instants avant, vous étiez en train d'observer peut-être un interrupteur qui était à quelques mètres devant vous et d'en voir toute la forme, le reflet, la couleur, là vous allez vous concentrer plutôt sur des bruits extérieurs qui sont. Voilà, peut-être les voitures qui passent, peut-être d'autres choses. Je n'ai pas prévu aujourd'hui qu'on fasse des ateliers pratiques, hein. Mais c'est juste pour vous expliquer la technique. Et on est passé à du visuel, de l'auditif, après on passe à du kinesthésique. Le ressenti intérieur. Voilà. On est passé du visuel à de l'auditif à du kinesthésique. Et quand on a fait ça, on revient à du visuel, auditif, kinesthésique. Et on fait ça comme dans une spirale. Et on se rend compte que si jamais vous focalisez votre esprit sur des éléments comme cela, eh bien, ça modifie votre état de conscience.
ça modifie l'état de conscience, et petit à petit, on arrive à un état de conscience suffisamment modifié pour être en contact avec son inconscient. Et c'est là que les choses intéressantes arrivent. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en contact avec notre inconscient. C'est quelque chose qui n'est pas trop habituel pour la plupart des gens. Donc, on se met dans un état de conscience modifié par une technique comme celle-ci, et comme je vous dis, c'est intéressant parce que même quelqu'un qui n'a jamais fait d'auto-hypnose ou d'hypnose, il suffit qu'elle le fasse une ou deux fois pour arriver à le faire elle-même. Moi j'ai des clients en séance d'hypnose à qui j'apprends à faire de l'auto-hypnose, et je leur fais tester des choses comme ça. Et puis je leur fais goûter peut-être 5, 6 techniques différentes. Et puis à un moment donné, il y en a une qui retiennent particulièrement parce qu'elle leur correspond profondément. Donc, je vous parlais de la spirale sensorielle. Vous avez compris qu'on passe du visuel, auditif, kinesthésique et qu'on y revient, et que petit à petit, ça fait baisser notre niveau de conscience. Mais il y a plein de choses qui peuvent permettre aussi de faire la même chose. Par exemple, fermer les yeux et essayer de visualiser un lieu de transe. Là, on est vraiment dans le basique de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, je ferme les yeux et je vais essayer d'imaginer, d'abord visuellement, peut-être pour les visuels, un lieu dans lequel j'aimerais me retrouver à chaque fois, un petit jardin secret, dans lequel je vais aller à chaque fois, et à chaque fois que je vais aller dans cet endroit-là, ça va avoir pour effet de me faire passer dans un état de conscience différent. Voilà. Et puis les gens, ils commencent par construire ce petit lieu, un petit peu comme si on construisait un lieu avec des Legos ou je ne sais pas quoi, ou alors comme un metteur en scène qui construirait un décor. Voilà, ils construisent ça petit à petit. Et quand ils ont fini d'y ajouter les éléments visuels, on peut y rajouter les éléments auditifs. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'il y a un bruit d'eau? Est-ce qu'il y a un bruit de moto? Dans mon lieu, là où j'ai envie de retourner à chaque fois pour faire de l'auto-hypnose. Voilà. Et puis après, on y ajoute des éléments en rapport avec le kinesthésique. Alors, est-ce que je ressens du vent? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Voilà. On y ajoute suffisamment d'éléments pour que l'expérience soit la plus complète possible. Et plus cette expérience est complète, plus on rentre dedans. Et on se rend compte que pendant qu'on s'est occupé d'imaginer toutes ces choses, on a complètement oublié le monde qui était autour de nous. Déjà, on avait les yeux fermés, ça nous y a aidé. Mais en plus, on se rend compte qu'à l'intérieur, des choses sont différentes. Le rythme des pensées a déjà changé. Le rythme du corps a changé. La respiration peut-être a évolué. Il y a plein de choses qui changent à l'intérieur. Et on sent profondément que les choses ont évolué. Donc, voilà une autre façon de se mettre dans un état de transe hypnotique. Il existe aussi la vision périphérique, qui permet de se mettre dans un état de transe hypnotique en gardant les yeux ouverts. On peut très bien, vous allez peut-être faire cette expérience, peut-être fixer ce point-là, ce petit autocollant qu'il y a sur le tableau. Peut-être est-ce que vous pouvez fixer d'autres choses si vous préférez. Si jamais vous fixez un point, vous vous rendez compte que vous pouvez être conscient de tous les éléments qui sont autour, malgré le fait que vous fixez le point. C'est-à-dire que, madame, vous êtes en train de fixer ce point, mais par contre, vous voyez ma main qui bouge là. Et en fait, c'est ça une vision périphérique. S'entraîner à prendre conscience d'une globalité. On a l'habitude d'être focalisé sur un seul élément à la fois, mais on peut à un moment donné être conscient d'une globalité. Et le fait de regarder une globalité de choses et d'augmenter d'une certaine manière son niveau de conscience, son niveau de perception, fait modifier notre état de conscience et nous fait rentrer dans un état de transe hypnotique. En hypnose ericksonienne, il n'est pas nécessaire d'être dans un état de transe profond pour créer des changements. On peut être dans un état de transe très léger. Quand je vous dis ça, ça me fait penser à la télé. Vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on regarde la télé, comme on part dans un état de transe d'une certaine manière hypnotique, c'est pour vous dire que dans cet état-là, nos perceptions, notre inconscient, il est open d'une certaine manière et on en prend des choses. C'est incroyable tous les moments dans la vie de tous les jours où on se trouve dans des états modifiés de conscience et où on est encore plus perméable aux suggestions extérieures. Voilà. Donc voilà pour les façons de créer un état de transe hypnotique. Après,
C'est bien beau de se mettre dans un état de transe hypnotique, comme je vous disais tout à l'heure, rien que le fait de faire ça peut vous faire suffisamment de bien, en termes de lâcher prise, en termes de relaxation, mais c'est bien d'avoir un objectif aussi. Quand on est dans un état de transe hypnotique, on est en phase avec son inconscient, on est en contact avec son inconscient. Quand on est en contact avec quelqu'un, on a besoin de mettre en place un dialogue avec lui. L'inconscient, c'est quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Peut-être est-ce qu'on pourrait le définir en disant que c'est tout simplement tout ce dont on n'est pas conscient. L'inconscient, c'est quelque chose qui gère énormément de choses chez nous. Ça gère toutes les fonctions vitales. À chaque fois que l'on marche, on ne réfléchit pas à chaque élément, chaque petit muscle qui doit bouger pour faire avancer chacune de nos jambes, tous les éléments en rapport avec l'équilibre, on ne réfléchit plus à tout ça. C'est devenu d'une certaine manière automatique. L'inconscient, il gère chacun de nos mouvements. Il gère toutes les fonctions vitales, le rythme du cœur, le rythme respiratoire auquel on ne pense pas toujours. Et il gère toute l'homéostasie du corps, tous les réflexes, tout ça. Il gère tout ça. Donc c'est quand même gigantesque ce que fait l'inconscient. L'inconscient, c'est quand même une entité qui est aussi responsable de tous nos apprentissages, qui est responsable de gérer, de trier un petit peu tout ce que l'on perçoit et de le mettre dans des tiroirs, de le ranger dans des tiroirs différents pour qu'on puisse y réaccéder par la suite. C'est quand même gigantesque tout ce que fait l'inconscient. Mais à un moment donné, on se rend compte que l'inconscient, cette partie-là de nous-mêmes, parce que c'est une partie de nous-mêmes, elle a un langage différent. L'inconscient, il utilise du langage symbolique. Il utilise le langage des rêves. Tout le monde fait des rêves. Vous vous rendez compte combien l'inconscient, à travers certains de nos rêves, essaye d'envoyer des messages, essaye de nous transmettre des choses, qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Les rêves, c'est quand même une partie quand même très intéressante peut-être. Il y a plein d'autres façons que l'inconscient utilise pour nous transmettre des messages, des intuitions. Qui est-ce qui est en phase vraiment avec son intuition? On n'apprend pas vraiment dans nos sociétés à développer cette faculté-là. C'est une chose qu'on peut énormément développer en auto-hypnose ou en hypnose. Le langage de l'inconscient, c'est un langage différent. Si à un moment donné, on veut pouvoir s'adresser à lui, si on veut pouvoir lui donner des objectifs, lui transmettre des axes d'action, des axes de changement, il faut pouvoir lui parler d'une manière qu'il va comprendre. Et donc, il faut apprendre à parler cette symbolique-là, il faut apprendre à parler inconscient. Mais c'est beaucoup plus simple que l'on ne le croit. Bien entendu, il y a une symbolique, comme je vous disais, mais on a tous une symbolique à laquelle on est relativement proche. On connaît tous, on est tous élevés dans la même société. Il y a des choses qui, au point de vue symbolique, parlent plus ou moins à tout le monde. Hein. Mais ce n'est pas suffisant. L'inconscient, il a besoin d'intention, il a besoin d'émotion. Vous pouvez imaginer une émotion. Si jamais je vous demande d'imaginer de la joie, là, maintenant, est-ce que vous pouvez vous référer à un moment où vous avez récemment éprouvé une forte joie? Si vous faisiez cet effort, si vous fermiez les yeux quelques instants, vous arriveriez très facilement à vous rappeler un moment où vous avez éprouvé de la joie. Et le fait de vous rappeler ce moment va faire que vous allez ressentir petit à petit quelque chose qui ressemble à de la joie. Et plus vous allez essayer de vous remémorer précisément ce moment, plus cette joie elle va grossir à l'intérieur. On peut se remémorer une émotion. Ce qui fait que la personne qui veut visualiser quelque chose comme de la confiance en elle, il va être beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace pour elle si elle veut que l'inconscient la comprenne, qu'elle y ajoute l'image, le bruit et le ressenti intérieur. Et là, l'inconscient, au-delà des mots, il va se dire, je comprends ce que tu veux là. Merci d'avoir utilisé des mots qui me parlent ce coup-ci. Merci d'avoir utilisé des choses qui me parlent. Et là, on peut demander à l'inconscient d'aller vers ça. Quand on fait de l'auto-hypnose, en plus, c'est super facile. Regarde, on n'est pas obligé d'utiliser des ronds de jambes et tout. Son inconscient, c'est nous-mêmes. Donc, pas besoin d'utiliser des ronds de jambes envers soi-même. Voilà, regarde vers où je vais aller, clac, 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 clac. On peut visualiser l'inconscient comme étant une partie de nous-mêmes. Moi, certaines personnes l'imaginent comme une entité un petit peu à l'intérieur, comme lui donne un visage, d'autres lui donnent une forme, un symbole, peu importe. Mais à un moment donné, on peut dire à cet inconscient, voilà, je veux aller vers ça.
Et le fait de l'avoir visualisé de cette manière-là a fait que, eh bien, il aura tout de suite compris l'objectif et il va nous permettre d'y aller beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, se mettre dans un état de transe hypnotique, c'est une chose, en auto-hypnose, mais il faut aussi savoir fixer un objectif à son inconscient. Je vous donne un autre exemple de symbolique, puisqu'on parle de langage avec son inconscient. Imaginez que vous ressentiez une émotion, que cette émotion, elle soit disproportionnée par rapport à la situation, pour reprendre cette sensation de stress dont on parlait tout à l'heure. Où est-ce qu'on la ressent généralement, une émotion de stress? Voilà, dans le ventre, ou alors là, hein, on la ressent vers là. Eh bien, peut-être est-ce que pour demander à l'inconscient de se libérer de cette émotion, de la faire s'en aller, euh, il y a des choses beaucoup plus efficaces que dire inconscient, s'il te plaît, libère-moi de ça. D'accord? Il est possible que l'inconscient le comprenne, parce que derrière vos mots, il va y avoir une intention. Et l'intention, l'inconscient, c'est la lire. Mais au-delà de ça, je vous propose un truc. Imaginons que cette émotion, vous lui donnez comment ça s'appelle, une forme, ou une matière, ou une substance. Et que vous imaginiez que vous tirez une chasse d'eau, par exemple. Et que cette chasse d'eau fait que tout ça va se mettre à tournoyer et s'en aller, clac, clac, clac. Vous visualisez ça quand vous êtes dans cet état de transe hypnotique. Eh bien, c'est super parlant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble beaucoup plus parlant. Et là, visuellement, c'est quelque chose que l'inconscient est à même de beaucoup mieux comprendre. Voilà. Donc il y a un langage à prendre pour que l'inconscient comprenne ce que l'on veut faire. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours. Dans l'exemple dont je vous parlais à l'instant, là, il s'agissait de se libérer d'une émotion ponctuelle. Bien entendu, si la situation présente a des raisons de nous créer du stress et que ce stress est utile, on ne racontera pas de bêtises à l'inconscient. Lui, son objectif principal de l'inconscient, c'est de préserver notre intégrité physique et psychique. Si jamais la situation actuelle représente un réel danger pour l'intégrité physique ou psychique, on ne lui racontera pas des bêtises. Hein. Il ne sera pas dupe. Par contre, si jamais notre réaction, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est vraiment exagérée par rapport à ce que demanderait la situation d'une manière raisonnable, eh bien là, on peut lui demander d'ajuster ça. On peut lui dire, merci de m'envoyer cette sensation. Par contre, là, elle est disproportionnée par rapport à ce que j'ai besoin. Alors, s'il te plaît, permets à ça de s'en aller et remplace le tien, si possible, par d'autres choses. Hein. Alors on va reprendre encore la sensation de stress face à une situation, ben remplace-le par remplace cette sensation que j'ai éprouvée là. Alors on tire la chasse d'eau, ça s'en va, et puis mets à la place de la lumière, quelque chose d'agréable, de la joie. Alors je ne sais pas comment vous allez pouvoir symboliser de la joie ou de la lumière. La lumière c'est facile, une boule de lumière, je ne sais pas. Mais de la joie, une émotion de joie. Vous pouvez vous imaginer en train d'être tout radieux, de sauter en l'air, exagérer même l'image. Le but, c'est que l'inconscient comprenne. D'accord? Voilà, donc c'est ça le truc. À un moment donné, c'est de savoir parler à son inconscient. Et c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe et qui est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ça peut se développer soi-même par des lectures, il y a plein de livres qui sont super efficaces sur l'auto-hypnose. Et ça peut se développer à travers des séances d'hypnose aussi. Moi, je fais des séances d'hypnose à des gens pour leur apprendre à faire de l'auto-hypnose. Ça peut se développer à travers plein de choses comme ça. Voilà. Auto-hypnose. Vous avez donc compris à quoi ça pouvait servir. Vous avez compris qu'il faut passer par une phase d'induction pour faire baisser son niveau de conscience. Et à partir de ce moment-là, l'inconscient est suffisamment à l'écoute, on est suffisamment en contact avec son inconscient pour faire quelque chose. Faire quelque chose, ça va être faire évoluer un comportement, ça va être se libérer d'une émotion passagère, ça va être acquérir une capacité bien meilleure, un apprentissage à faciliter ou quoi que ce soit.